Lecture d'une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Traduit de l'anglais par Frédéric Coton. Chapitre 3. Ces individus de viles et indignes conditions. Les révoltes populaires avant la Révolution américaine. En 1676, 27 ans après sa fondation, et un siècle avant qu'elle ne devienne le moteur de la Révolution américaine, la Virginie fut confrontée à une rébellion déclenchée par des Blancs vivant sur la frontière, qui furent rejoints plus tard par des esclaves et des serviteurs sous contrat. Une révolte si menaçante que le gouverneur fut contraint de fuir Jamestown, la capitale incendiée, et que l'Angleterre décida d'envoyer 1 millier de soldats outre-Atlantique, dans l'espoir de maintenir l'ordre au sein de cette communauté d'environ 40 000 colons. C'est ce qu'on appelle la révolte de Bacon. Lorsque le soulèvement fut définitivement réprimé, Nathaniel Bacon étant mort et ses camarades pendus, un rapport de la Commission royale dressa ainsi le portrait de son instigateur. On pense qu'il était âgé de 34 ou 35 ans, la taille moyenne mais élancée, le cheveu noir. Il présentait un aspect sinistre, pensif et mélancolique. Ses arguties continuelles et nauséabondes transpiraient l'athéisme. Il avait convaincu le vulgaire et les individus les plus ignorants, 2 tiers de la population de chaque comté sont de ce genre, que leurs espoirs et leur bonheur futur reposaient sur lui. Ensuite, il accusa le gouverneur de négligence, de corruption, de félonie et d'incurie. Il reprochait, en outre, aux lois et aux impôts d'être injustes et oppressifs. Il claironnait partout l'absolue nécessité d'un rééquilibrage. C'est ainsi que Bacon fomenta les troubles et, à mesure qu'une foule d'individus agités se joignait à lui et adhérait à ses idées, il les inscrivait sur une grande feuille, écrivant leurs noms dans le désordre de manière à ce que les responsables des différents groupes ne puissent être identifiés. Après les avoir organisés en groupe, leur avoir fait boire de l'eau-de-vie pour les subjuguer et leur avoir fait prêter serment de rester solidaires les uns des autres comme à son égard, il alla propager le virus de la révolte jusque dans le comté de New Kent. La révolte de Bacon éclate à propos d'un conflit concernant la manière de traiter les Indiens qui représentaient une menace pour ceux qui vivaient sur la frontière de l'Ouest. En effet, les colons blancs qui avaient été oubliés lors de la grande distribution foncière des environs de Jamestown étaient partis vers l'ouest pour y trouver des terres. Là-bas, ils se trouvèrent confrontés aux Indiens. Ces Virginiens de la frontière reprochaient-ils aux politiciens et aux propriétaires terriens qui gouvernaient la colonie depuis Jamestown de les avoir d'abord contraints à partir, puis de sembler hésiter à les défendre contre les Indiens? Cela expliquerait en tout cas le caractère particulier de cette révolte, que l'on ne peut clairement qualifier d'anti-aristocratique ou d'anti-indienne, tant elle participe des deux. Quant au gouverneur William Berkeley et à ses collègues de Jamestown, se montraient-ils plus conciliants avec les Indiens, dont certains les servaient comme espions ou comme alliés, à présent qu'ils avaient eux-mêmes fait main basse sur les terres de l'Est et pouvaient se servir des Blancs de la frontière comme d'un rempart, préservant ainsi une paix nécessaire? Leur résolution de mettre fin à la révolte semble avoir eu 2 motifs principaux. Mettre en place une politique indienne visant à diviser les tribus afin de mieux les contrôler. À cette époque, en Nouvelle-Angleterre, au cours de ce qu'on appelle la guerre du roi Philippe, Metacom, le fils du chef Massasoit, menaçait d'unir les tribus indiennes et ravageait certaines des colonies puritaines, et faire comprendre aux Blancs pauvres de Virginie, par les démonstrations de force, par le recours aux troupes anglaises elles-mêmes et par les pendaisons à la chaîne, que la révolte ne paie pas. La frontière avait connu une escalade de violence avant même que la révolte n'éclate. Des Indiens, Doug, s'étaient emparés de quelques cochons, en compensation d'une dette non acquittée. Les Blancs tuèrent 2 Indiens en récupérant les bêtes. Les Doug envoyèrent alors un groupe de guerriers pour tuer un gardien de troupeau, après quoi une compagnie de miliciens tua à son tour 24 Indiens. Ce dernier épisode déclencha une série de raids de la part des Doug qui, trop peu nombreux, se lancèrent dans une sorte de guérilla. La Chambre des bourgeois de Jamestown déclara alors la guerre aux Indiens, tout en proposant de protéger ceux d'entre eux qui accepteraient de coopérer. Cela semble avoir exaspéré les colons de la frontière qui, paradoxalement, préféraient une guerre totale contre les Indiens, tout en supportant mal les impôts prélevés pour la financer. La révolte de Bacon. En 1676, les temps sont durs. Il y a une véritable détresse, une profonde pauvreté.
Toutes les sources contemporaines évoquent les conditions économiques difficiles dans lesquelles vivait la très grande majorité des gens, écrit Willcombe Washburn, qui, au travers des registres coloniaux britanniques, s'est livré à une analyse approfondie de la révolte de Bacon. L'été avait été très sec, ruinant la récolte de maïs indispensable à la survie et la récolte du tabac destiné à l'exportation. Le gouverneur Berkeley, alors septuagénaire et fatigué des responsabilités, déplorait avec une certaine lassitude le sort du malheureux homme qui gouverne un peuple dont au moins 6 individus sur 7 sont pauvres, endettés, mécontents et armés. 6 individus sur 7. Cela suggère qu'il existait tout de même une classe supérieure relativement aisée. Tel était bien le cas. En effet, en Virginie, Bacon lui-même en était issu et possédait un bon bout de terre. Il était sans doute plus enthousiaste à l'idée de tuer des Indiens qu'à celle de jouer les redresseurs de tort au bénéfice des pauvres. Malgré cela, il devint le porte-parole du ressentiment de la majorité de ces pauvres à l'encontre de l'établissement virginien et fut élu, au printemps 1676, à la Chambre des bourgeois, lorsqu'il prôna la mise en place, en dehors de tout contrôle officiel, de détachements armés pour combattre les Indiens. Le gouverneur Berkeley l'accusa de rébellion et le fit emprisonner. Immédiatement, 2000 colons de Virginie marchèrent sur Jamestown pour lui apporter leur soutien. Berkeley fit libérer Bacon après une promesse de repentance publique, mais Bacon s'échappa, reforma ses milices et se mit à harceler les Indiens. La Déclaration du peuple, rédigée par Bacon en 1676, présente un mélange de ressentiment populiste à l'encontre des riches et de cette haine des Indiens caractéristique des habitants de la frontière. Il reprochait à l'administration Berkeley ses impôts injustes, son favoritisme, sa mainmise sur le commerce des fourrures et son abandon des fermiers confrontés aux Indiens. Bacon attaqua les Indiens Pamunkey, généralement considérés comme inoffensifs, en tua 8, fit des prisonniers et s'empara de leurs biens. On sait que, au sein de l'armée rebelle de Bacon, comme dans l'armée officielle de Berkeley, la base n'était pas si enthousiaste que les chefs. Selon Washburn, on déserta massivement des deux côtés. À l'automne 1676, âgé de 29 ans, Bacon tomba malade et mourut, victime, selon un contemporain, de la vermine qui rongeait son corps. Un pasteur, qui apparemment ne l'appréciait guère, rédigea son épitaphe. Bacon est mort, et si j'ai le cœur gros, c'est que Poux et hasard ont frustré le bourreau. La révolte ne lui survécut pas longtemps. Un navire, armé de 30 canons et croisant le long de la York River, assura le retour à l'ordre. Son capitaine, Thomas Grantham, utilisa la force et la ruse pour désarmer les derniers bastions rebelles, lorsqu'il s'attaqua à la principale place forte de la révolte. Il y trouva 400 noirs et anglais en armes, un mélange d'hommes libres, de serviteurs sous contrat et d'esclaves. Après avoir reçu l'assurance d'un pardon pour tous et de la liberté pour les esclaves et les contractuels, la plupart des insurgés rendirent les urnes et se dispersèrent, à l'exception de 80 esclaves et 20 colons anglais qui ne purent s'y résoudre. Grantham promit alors de les conduire jusqu'à une autre garnison en contrebas de la rivière. Mais lorsqu'ils furent à bord, il les menaça de ses canons, les désarma et reconduisit finalement, esclaves et domestiques, chez leurs maîtres respectifs. Les dernières garnisons rebelles furent soumises les unes après les autres et 23 chefs de la révolte furent pendus. Mécanisme de la violence sur la frontière. La Virginie présentait un engrenage complexe de forces oppressives. Les Indiens étaient pillés par les fermiers de la frontière lorsqu'elles étaient exploitées et fermement contrôlées par l'élite de Jamestown. Quant à la colonie dans son ensemble, elle était la proie de l'Angleterre, qui dictait le prix auquel elle achetait le tabac des colons, rapportant quelques 100 000 livres par an au roi. Berkeley lui-même, quelques années plus tôt, lors d'un voyage en Angleterre, destiné à protester contre les Navigation Acts anglais qui conféraient aux négociants britanniques un véritable monopole sur le commerce colonial, affirmait que les colons ne pouvaient pas ne pas éprouver quelques aigreurs quand 40 000 personnes se voient dépouillées au profit de 40 négociants à peine qui, étant les seuls acheteurs de notre tabac, nous en donnent ce qu'ils jugent bon et le vendent au prix qui leur convient. De fait, ces négociants trouvent en nous 40 000 laquais à des prix bien plus bas que ne les rêveraient les propriétaires d'esclaves.
De l'avis du gouverneur lui-même, la révolte à laquelle il était confronté recevait le soutien massif de la population virginienne. Un membre de son conseil confiait que la désertion était quasi générale et le mettait au compte des dispositions dévoyées de certains individus de conditions malheureuses. Individus qui nourrissaient le vain espoir d'arracher le pays aux mains de Sa Majesté pour s'en occuper eux-mêmes. Un autre membre du conseil du gouverneur, Richard Lee, faisait remarquer que la révolte de Bacon avait eu pour origine des questions de politique indienne, mais l'inclinaison certaine de la multitude avait montré à l'égard de Bacon était due, selon lui, à des penchants égalitaires, en particulier en matière de ressources économiques. L'égalité devait être le moteur de bien des revendications de blancs pauvres contre les riches. Dans toutes les colonies anglaises au cours du siècle et demi qui précéda la Révolution américaine. Les serviteurs qui participaient à la révolte de Bacon appartenaient à cette vaste sous-classe de blancs misérables dont les administrations des cités européennes, où ils avaient vécu avant de s'installer dans les colonies d'Amérique du Nord, souhaitaient se débarrasser. En Angleterre, le développement du commerce et du capitalisme au XVIe et XVIIe siècle et l'enclosure des terres pour rentabiliser la production de laine provoquèrent un afflux de pauvres airs dans les villes. Sous le règne de la reine Élisabeth, des lois furent votées afin de les punir, de les faire travailler dans des hospices ou de les exiler. La définition élisabéthaine des scélérats et vagabonds comprenait toute personne qui se prétend étudiant mais mendie dans les rues. Les marins qui, sous prétexte d'avoir tout perdu, y compris leur navire en mer, vont mendiants à travers leur pays. Tout individu oisif errant dans le pays, soit en mendiant, soit en usant de subterfuges, ou en organisant des paris illégaux. Musiciens et ménestrels errant de ci de là, tous les vagabonds et travailleurs ordinaires parfaitement valides, mais passant leur journée dans l'oisiveté, ou refusant de travailler pour les salaires raisonnables communément pratiqués. De tels individus, pris en flagrant délit de mendicité, pouvaient se voir saisis, dénudés jusqu'à la taille et fouettés jusqu'au sang, ou bien encore expulsés de la ville, internés dans des hospices ou déportés. Le travail sous contrat, un esclave blanc. Au XVIe et XVIIe siècle, par l'exil forcé, par tromperie, promesses, mensonges, enlèvement ou motivé par l'urgente nécessité d'échapper aux dures conditions de vie de la mère patrie, les pauvres gens, désireux de s'expatrier en Amérique, constituèrent une source de profit pour les marchands, les négociants, les capitaines de navires et, finalement, pour leurs maîtres américains. Abbott Smith, dans son étude de la domesticité sous contrat, Colonist in Bondage, affirme que, parmi l'ensemble complexe des forces qui motivèrent l'émigration vers les colonies américaines, il en est une qui apparaît clairement comme la plus décisive pour le départ des serviteurs sous contrat, les profits financiers que l'on pouvait tirer de leur transportation par bateau. Après avoir signé le contrat par lequel ils acceptaient de s'acquitter du prix de leur voyage en travaillant pour un maître pendant 5 à 7 ans, les émigrants, étant souvent emprisonnés jusqu'à ce que le bateau quitte le port, n'aient aucune chance de s'enfuir. En 1619, la Chambre des bourgeois de Virginie, première assemblée représentative d'Amérique née cette année-là, qui est aussi celle de l'arrivée des premiers esclaves noirs, statua sur l'enregistrement et l'application des contrats entre maîtres et serviteurs. Comme dans n'importe quel contrat liant deux parties d'inégal pouvoir, il y avait égalité sur le papier mais inégalité dans la pratique, les contrats étant bien plus favorables aux maîtres qu'aux serviteurs. La traversée vers l'Amérique durait 8, 10 voire 12 semaines, pendant lesquelles les serviteurs étaient entassés dans les navires avec le même souci de rentabilité que pour le transport d'esclaves. Quand le temps était mauvais ou que le voyage durait trop longtemps, la nourriture venait à manquer. Le Seaflower, qui avait quitté Belfast en 1741, mit 16 semaines à effectuer la traversée. Lorsqu'il parvint à Boston, 46 des 106 passagers étaient morts de faim et 6 d'entre eux avaient servi de repas aux survivants. Sur un autre transport, 32 enfants moururent de faim ou de maladie et furent jetés par-dessus bord. Gottlieb Mittelberger, un musicien qui fit le voyage d'Allemagne en Amérique aux alentours de 1750, écrivait à propos de son voyage. Au cours du voyage, le bateau montre de nombreux et terribles signes de détresse. Odeurs, relents nauséabonds,
horreurs, vomissures, diverses sortes de mal de mer, fièvre, dysenterie, maux de tête, chaleur, constipation, infections, scorbut, tumeurs, dents pourries et autres affections du même genre. Et tout cela à cause d'une nourriture avariée et trop salée, en particulier la viande et également de la piètre qualité d'eau répugnante. À bord de notre bateau, un jour de grande tempête, une femme sur le point de donner la vie, mais incapable de le faire, étant donné les circonstances, fut jetée à la mer. Les serviteurs sous contrat étaient achetés et vendus comme des esclaves. Une annonce parue dans la Virginia Gazette du 28 mars 1771 nous informe que le Justicia vient d'arriver à Leedstown avec à son bord une centaine de serviteurs, hommes, femmes et enfants, tous valides. La vente débutera le 2 avril. Pour infirmer les contes de fées sur les excellentes conditions de vie aux Amériques, on peut citer d'autres témoignages, tels cette lettre par laquelle un immigrant américain avertit que « quiconque se trouve bien en Europe fera bien d'y rester. Ici, c'est la misère et le désespoir, comme partout ailleurs et même incomparablement pire qu'en Europe pour les individus de certaines conditions. » Les coups et le fouet se pratiquaient communément. Les domestiques, femmes, étaient souvent violées. Un témoin rapporte qu'il a vu un surveillant donner des coups de canne sur la tête d'un domestique jusqu'à ce que le sang coule, et cela pour une faute dont il ne vaut même pas la peine de parler. Les archives de la Cour de justice du Maryland font état de nombreux suicides chez les serviteurs sous contrat. En 1671, Berkeley, gouverneur de Virginie, note qu'au cours des années précédentes, 4 serviteurs sur 5 mouraient de maladie assez rapidement après leur arrivée. La plupart étaient de misérables enfants, ramassés par centaines dans les rues des villes anglaises et expédiés en Virginie pour y travailler. Le maître s'acharnait à contrôler totalement la vie sexuelle de ses serviteurs. Dans son intérêt économique, les femmes ne devaient pas se marier ni avoir de relations sexuelles. En effet, la grossesse aurait empêché le travail. Benjamin Franklin, sous le pseudonyme de Bonhomme Richard, donnait en 1736 ces quelques conseils à ses lecteurs. Arrangez-vous pour que vos servantes soient loyales, solides et parfaitement dénuées de charme. Les serviteurs ne pouvaient se marier sans l'autorisation du maître. Ils pouvaient être séparés de leur famille et recevoir le fouet pour diverses offenses. Dans la Pennsylvanie du XVIIe siècle, la législation stipulait que l'on devait poursuivre le mariage contracté sans l'autorisation du maître, au même titre que l'adultère, la fornication et les naissances d'enfants supposés bâtards. Bien qu'il existât des lois coloniales pour réfréner les excès de violence contre les serviteurs, elles n'étaient que rarement appliquées, si l'on en croit la très complète étude de Richard Morris, Government and Labor in Early America. Les serviteurs ne pouvaient pas participer au jury, les maîtres, eux, le pouvaient. En outre, ne possédant rien en propre, les serviteurs ne pouvaient pas voter. En 1666, une cour de justice de Nouvelle-Angleterre accusa un couple d'avoir provoqué la mort d'un serviteur après que la maîtresse lui eut tranché les orteils. Ils furent acquittés par le jury. Dans les années 1660, en Virginie, un maître fut condamné pour le viol de 2 serviteurs. Il était aussi connu pour battre sa femme et ses enfants. Il avait déjà enchaîné et fouetté un serviteur jusqu'à ce que mort s'ensuive. Le maître fut réprimandé par la cour, mais acquitté pour les 2 viols malgré les preuves accablantes. Certains serviteurs se révoltaient, mais on ne rencontre pas sur le continent le même genre de soulèvement général que ceux qui avaient pu se produire. Par exemple, à la Barbade, dans les Antilles, Abbott Smith suggère que les chances de succès étaient sans doute plus grandes sur une petite île. Cependant, dans le comté de York, Virginie, en 1661, un serviteur nommé Isaac Friend proposa à l'un de ses camarades, par dégoût pour la nourriture, de former un groupe de 40 d'entre eux et de se procurer des armes. Lui se chargeait de les guider et serait le premier à crier tout au long de leur parcours « Qui veut être libre et se défaire de ses chaînes ?» Ils seraient sans nul doute nombreux à se joindre à eux, et ils iraient alors par tout le pays et tueraient ceux qui montreraient le moindre signe d'opposition. Enfin, ils seraient libres ou bien mourraient. Le plan ne se réalisa jamais.
En revanche, 2 ans plus tard, dans le comté de Gloucester, d'autres serviteurs préparèrent un soulèvement général. Dénoncés par l'un d'entre eux, 4 des conspirateurs furent exécutés. On accorda la liberté aux délateurs ainsi que 5000 livres de tabac. Malgré la rareté des soulèvements de serviteurs sous contrat, la menace subsistait et les maîtres vivaient dans la crainte. Jugeant leur situation intolérable et comprenant que les soulèvements étaient voués à l'échec, dans cette société de mieux en mieux organisée, les travailleurs sous contrat tentèrent leur chance individuellement. Les archives des cours de comté de Nouvelle-Angleterre font état d'un serviteur qui avait donné un coup de fourche à son maître. Un autre fut accusé d'avoir levé la main sur son maître, de l'avoir jeté à terre 2 fois de suite en faisant couler le sang, d'avoir menacé de lui tordre le cou en brandissant une chaise. Une domestique fut traînée devant la justice sous prétexte qu'elle était mauvaise, indisciplinée, rétive, négligente, maladroite et désobéissante. Après la participation d'un certain nombre de serviteurs à la révolte de Bacon, la Virginie vota des lois qui punissaient les serviteurs rebelles. Attendu que de nombreux serviteurs mal avisés, lors de la scandaleuse rébellion qui eut lieu dernièrement, ont tiré avantage de ces temps de relâchement et de liberté pour quitter leur service et se joindre aux rebelles, en négligeant complètement le travail dû à leur maître et de ce fait causant aux dits maîtres de graves dommages et pertes. 2 compagnies de soldats britanniques furent cantonnées en Virginie pour parer à tout trouble futur. Leur présence était justifiée en ces termes auprès du commissaire royal au commerce et aux plantations de l'époque. La Virginie est aujourd'hui plus pauvre et plus peuplée que jamais. On y craint grandement des soulèvements parmi les serviteurs. Étant donné le terrible état de nécessité où ils se trouvent et le manque de vêtements, ils pourraient bien décider de piller les entrepôts et les navires. Fuir était finalement plus facile que se révolter. Se fondant sur l'étude de la presse locale, Richard Morris rappelle de nombreux cas de désertion massive de la part des serviteurs blancs eurent lieu dans les colonies du Sud. L'atmosphère de la Virginie du XVIIe siècle était lourde de complots et de rumeurs concernant des conspirations de serviteurs en fuite. Les archives de la Cour de justice du Maryland font état dans les années 1650 d'une conspiration d'une douzaine de domestiques ayant pour objectif de s'emparer d'un navire et de se défendre les armes à la main si on les en empêchait. Ils furent capturés et fouettés. Le système de contrôle était impressionnant. Les étrangers devaient présenter leurs passeports et les certificats prouvant qu'ils étaient des hommes libres. Des accords furent passés entre colonies pour permettre l'extradition des serviteurs en fuite, origine de la clause constitutionnelle américaine qui stipule qu'une personne qui, tenue à un service ou à un travail dans un État, s'échapperait dans un autre serait livrée. Les serviteurs se mettaient parfois en grève. En 1663, au Maryland, un maître se plaignit devant les juges que ses serviteurs avaient péremptoirement et positivement refusé de se rendre au travail. Les domestiques se justifièrent en affirmant qu'ils ne mangeaient que des pois secs et du pain. Nous sommes si faibles que nous ne sommes pas en mesure de faire ce qu'ils nous imposent. Ils furent condamnés par la cour à recevoir 30 coups de fouet. Plus de la moitié des colons qui abordèrent sur les rives de l'Amérique du Nord coloniale y arrivèrent en qualité de travailleurs sous contrat. La plupart étaient anglais au XVIIe siècle, allemands et irlandais au XVIIIe. Ils étaient de plus en plus remplacés par des esclaves lorsqu'ils choisissaient la liberté ou que leur temps était fini. Néanmoins, en 1755, les serviteurs blancs représentaient toujours 10% de la population du Maryland. Renforcement du système de classe. Que devenaient ces domestiques une fois libres? De nombreuses histoires édifiantes nous les montrent devenus prospères, propriétaires terriens, ayant acquis une certaine respectabilité sociale. Pourtant, Abbott Smith, après une étude détaillée de la question, considère pour sa part que la société coloniale était rien moins que démocratique et en tout cas nullement égalitaire. Elle était dominée par des individus assez riches pour se permettre de faire travailler les autres à leur compte. En outre, ces hommes étaient rarement issus du même milieu de travailleurs sous contrat, et quasiment aucun ne l'avait été lui-même. Si l'on veut bien passer sur le mépris que manifeste Abbott Smith à l'égard de ses serviteurs, qu'il considère comme des hommes et des femmes sales et paresseux, rudes, ignorants, lubriques et souvent criminels, qui volaient et vagabondaient, avaient des enfants naturels et propageaient dans la société leurs maladies honteuses,
nous découvrons qu'un individu sur 10 était valide et fort et pourrait, avec de la chance, survivre au travail saisonnier, aller au boulot de son contrat, obtenir des terres et devenir relativement prospère. Sur ces 10, un autre encore peut-être pourrait devenir surveillant ou artisan. Les autres, c'est-à-dire les 80%, qui étaient sans nul doute des individus paresseux, sans avenir et déficients, mouraient pendant leur service, retournaient ensuite en Angleterre ou devenaient de misérables blancs. Cette analyse de Smith est confirmée par une étude plus récente sur les travailleurs sous contrat du Maryland au XVIe siècle, qui révèle que les premières générations de serviteurs devinrent propriétaires terriens et relativement actifs dans la vie politique de la colonie. En revanche, à partir de la seconde moitié du siècle, plus de 50% d'entre eux, et ce, même après 10 ans de liberté, ne possédaient toujours rien. Les serviteurs devenaient fermiers, fournissaient de la main-d'œuvre à bas prix pour les grands propriétaires, tant au cours de leur période de servitude qu'après. Il apparaît donc assez clairement que la distinction de classe s'est accentuée dès l'époque coloniale. Le fossé entre pauvres et riches devint de plus en plus marqué. En 1700, il y avait environ 50 familles fortunées en Virginie, dont la richesse s'élevait à 50 000 livres, une somme énorme pour l'époque, et qui vivaient du travail des esclaves noirs et des serviteurs blancs sous contrat, possédaient des plantations, siégeaient au conseil de la colonie, et exerçaient les magistratures locales. Dans le Maryland, les colons étaient gouvernés par un grand propriétaire terrien, auquel le roi lui-même avait accordé un droit de contrôle total sur la colonie. Il y eut entre 1650 et 1689 plusieurs soulèvements contre cet individu. Les constitutions fondamentales des Carolines avaient été rédigées dans les années 1660 par John Locke, généralement considéré comme l'inspirateur philosophique des pères fondateurs et du système américain. La constitution de Locke met en place une aristocratie de type féodal au sein de laquelle 8 barons posséderont 40% des terres de la colonie, que seul un baron pourra gouverner. Lorsque la couronne administra directement la Caroline du Nord, après un soulèvement contre le système de propriétaires dans cette colonie, de riches spéculateurs se saisirent de près de 200 000 hectares des meilleures terres le long de la côte. Les pauvres, désespérant de posséder eux aussi des terres, s'installèrent sans droit de propriété. Le squatting, sur des parcelles de terrain, et luttèrent tout au long de la période pré-révolutionnaire contre la prétention des grands propriétaires à leur faire payer des loyers. Le travail de Carl Bridenbaugh sur les villes coloniales américaines, Cities in the Wilderness, révèle un système de classe bien défini. Les premiers dirigeants de Boston étaient des gentlemen, considérablement riches, qui, avec le soutien des autorités religieuses, désiraient à tout prix préserver en Amérique l'organisation sociale qui prévalait dans la mère patrie. Par leur mainmise sur le commerce et les échanges, par leur domination politique sur les habitants à travers le clergé et les assemblées municipales, comme par de savantes stratégies maritales, les membres de cette petite oligarchie posèrent au XVIe siècle les fondations d'une sorte d'aristocratie bostonienne. En 1630, dès la naissance de la colonie de la baie du Massachusetts, le gouverneur, John Winthrop, avait exprimé la philosophie de ses dirigeants. De tout temps, il y eut des riches et des pauvres, des personnalités éminentes et placées au sommet de la hiérarchie du pouvoir, et d'autres misérables et vivant dans la suggestion. Les riches négociants édifiaient des propriétés, les gens de qualité se déplaçaient en carrosse ou en chaise à porteur, se faisaient portraiturer, portaient perruques et s'empiffraient de nourriture riche et de vin de Madère. Une pétition adressée à Deerfield, dans le Massachusetts, et présentée devant la Cour générale de la colonie en 1678, déclarait que ses membres seraient sans doute satisfaits d'apprendre que l'essentiel est le meilleur des terres, tant en qualité et par leur localisation, puisque situées au centre même de la ville, qu'en quantité, près de la moitié, appartient à 8 ou 9 propriétaires seulement. À Newport, sur Rhode Island, Brindlebaugh découvre que, comme à Boston, les assemblées municipales, bien qu'apparemment démocratiques, étaient, année après année, contrôlées par le même groupe d'aristocrates négociants qui occupaient la plupart des postes importants. Un observateur contemporain décrit les négociants de Newport comme des hommes en manteau et gilet d'un rouge flamboyant, ornés de dentelles et de franges d'un jaune éclatant. Les slycrackers
qui ne peuvent se permettre de si charmants accoutrements, n'en apprécient pas moins les beaux atours et arborent de remarquables rouflaquettes. L'aristocratie new-yorkaise était la plus ostentatoire de toutes. Bridenborough évoque des rideaux en poils de chameau, des guéridons japonais, des lunettes cerclées d'or, des épinettes et de monumentales horloges, des meubles richement incrustés, des bijoux et de la vaisselle en argent et des serviteurs noirs. Durant la période coloniale, New York était une sorte de royaume féodal. Les Hollandais y avaient mis en place un système de clientélisme le long de l'Hudson, avec d'énormes propriétés foncières sur lesquelles certains barons contrôlaient entièrement la vie de leurs fermiers. En 1689, la plupart des revendications des populations pauvres s'expriment à travers un soulèvement de fermiers, la révolte de Jacob Leicester et de son groupe. Leicester fut pendu et l'attribution de gigantesques domaines fonciers aux barons se poursuivit. Sous le gouverneur Benjamin Fletcher, les 3/4 des terres de l'État de New York furent attribuées à un petit groupe de 30 individus. En outre, Fletcher offrit à un ami 200 000 hectares de terrain en échange d'un ridicule loyer de 30 shillings. Sous Lord Cornbury, au début du XVIIe siècle, on attribua à un groupe de spéculateurs quelques 800 000 hectares. En 1700, les autorités religieuses de la ville de New York demandèrent une attribution de fonds au conseil municipal. Les appels à l'aide des faibles et des miséreux nous paraissaient extrêmement préoccupants. Dans les années 1730, on commença à exiger régulièrement la mise en place d'institutions spécifiques afin d'empêcher que d'innombrables mendiants viennent vagabonder quotidiennement dans les rues. Une résolution du conseil municipal stipule que, étant donné leur état nécessiteux et misérable, le nombre et l'augmentation constante des pauvres de la ville représentent un phénomène important, et divers méfaits sont commis dans ladite ville par ceux qui, par paresse ou par désœuvre, se livrent à la débauche et sont passés maîtres en matière de vol et de dévergondage. Il y sera remédié par l'édification d'un bâtiment sain, solide et approprié. Ce bâtiment en briques de 2 étages prit le nom d'asile de pauvres, hospice de travail et maison de correction. Une lettre adressée en 1737 au journal new-yorkais de Peter Zenger dresse un portrait des malheureux gamins qui traînaient alors dans les rues de New York. Objets d'apparence humaine, à moitié morts de faim et de froid, leurs vêtements laissent paraître coudes et genoux, cheveux hirsutes, de 4 à 14 ans. Ils passent leur journée dans la rue, puis ils sont mis en apprentissage forcé pendant 4, 5 ou 6 ans. La population des colonies s'accrut rapidement au cours du XVIIIe siècle. Les colons anglais furent rejoints par les Irlandais, les Écossais et les Allemands. Les esclaves noirs arrivèrent en masse. De 8% de la population en 1690, ils passent à 21% en 1770. Quant à la population globale, de 250 000 en 1700, elle bondit à 1 600 000 en 1760. L'agriculture se développait en même temps que les petites industries. Le transport maritime et le commerce crurent eux aussi. Boston, New York, Philadelphie et Charleston doublèrent, voire triplèrent de taille. Une croissance dont les classes aisées tirèrent l'essentiel des profits, tout en monopolisant tous les pouvoirs. Un historien découvrit à l'étude des registres fiscaux de Boston des années 1687 à 1771 que sur les 6000 habitants de 1687, 1 millier seulement étaient propriétaires. Et que parmi ces derniers, les 5% les plus fortunés, c'est-à-dire un petit 1% de la population globale, se composaient de 50 individus possédant 25% des richesses. En 1771, 1% toujours en détenait 44%. À mesure que la population de Boston s'accroissait, entre 1687 et 1770, le pourcentage d'adultes mâles qui vivaient dans la misère, louaient des chambres ou dormaient dans des taudis, ne possédant rien en propre, passa de 14 à 29%. Rappelons que perdre le titre de propriétaire signifiait perdre du même coup le droit de vote. Partout, les pauvres luttaient pour rester en vie et parfois même pour ne pas mourir tout bonnement de froid. Au cours des années 1730, toutes les villes des colonies américaines construisirent des hospices qui ne recevaient pas seulement les vieux, les veuves, les infirmes et les orphelins, mais aussi des chômeurs, les vétérans et les nouveaux immigrants. À New York, au milieu du siècle, l'hospice qui avait été construit pour recevoir une centaine de pauvres en abritait 400. Un habitant de Philadelphie écrivait en 1748.
Il y a une augmentation surprenante du nombre des mendiants dans notre ville cet hiver. En 1757, les autorités de Boston font état d'un grand nombre de pauvres, qui peuvent à peine subvenir à leurs besoins quotidiens et à ceux de leur famille. Kenneth Lockridge, dans son portrait de la Nouvelle-Angleterre coloniale, souligne que le vagabondage et l'errance ne cessent de s'aggraver et que le pauvre air est un trait distinctif de la Nouvelle-Angleterre du XVIIIe siècle. James T. Lehman et Gary Nash remarquent également, dans leur étude du comté de Chester, Pennsylvanie, au XVIIIe siècle, une concentration similaire des richesses et un fossé grandissant entre riches et pauvres. Il semble que les colonies formaient des sociétés au sein desquelles les classes s'affrontaient, contrairement aux histoires traditionnelles sur l'unité des colons contre les Anglais au cours de la Révolution. Une chose est sûre, le pays n'était pas né libre, mais esclave et libre à la fois, serviteur et maître, fermier et propriétaire terrien, pauvre et riche. Et de fait, selon Nash, les autorités politiques étaient fréquemment, vigoureusement et même parfois violemment attaquées. Les poussées de violence ont ponctué le dernier quart du XVIIIe siècle, bousculant les gouvernements établis au Massachusetts, à New York, au Maryland, en Virginie et en Caroline du Nord. Les travailleurs blancs et libres vivaient dans de meilleures conditions que les esclaves et les serviteurs sous contrat, mais ils n'en nourrissaient pas moins une certaine amertume envers les classes les plus aisées. En 1636, déjà, un patron du Marine raconte que ses ouvriers et ses pêcheurs se sont mutinés, parce qu'il a refusé de les payer. Ils le quittèrent en masse. 5 ans plus tard, toujours dans le Marine, des charpentiers s'insurgeant contre la mauvaise qualité de la nourriture entamèrent une grève perlée. Au chantier naval de Gloucester eut lieu, dans les années 1640, ce que Richard Morris considère comme la première grève patronale de l'histoire ouvrière américaine, lorsque les autorités accusèrent un groupe de constructeurs récalcitrants de ne pas en fiche une rame. Il y avait déjà eu des grèves des tonneliers, des bouchers ou des boulangers qui protestaient contre le contrôle des prix imposés par le gouvernement. Les transporteurs de New York refusèrent en 1650 de transporter le sel et les professionnels du transport qui avaient participé à la grève furent traduits en justice pour ne pas avoir obéi aux ordres et ne pas avoir rempli les devoirs qui leur incombent. En 1741, les boulangers s'entendirent pour arrêter le travail afin de protester contre le prix élevé du blé. En 1713, une grave disette incita 2 conseillers municipaux de la ville de Boston à prévenir l'Assemblée générale de la colonie du Massachusetts que la pénurie de provisions qui menaçait entraînait une augmentation si extravagante des prix que les pauvres, à l'approche de l'hiver, allaient se retrouver dans une situation très difficile. Andrew Belcher, un riche marchand, exportait ses céréales aux Caraïbes, tant il y faisait des profits considérables. Le 19 mai, 200 personnes attaquèrent ses navires et pénétrèrent dans ses entrepôts à la recherche de maïs, tuant le lieutenant général qui tentait d'intervenir. 8 ans après cette émeute du pain, un pamphlet courait encore, dénonçant ceux qui s'enrichissaient en affamant les pauvres, en étudiant le moyen d'opprimer, duper et surpasser leurs voisins. Il dénonçait aussi le riche, le grand et le puissant, dont la brutale avidité écrase tout sur son passage. À Boston encore, dans les années 1730, les individus qui protestaient contre les prix excessifs pratiqués par les marchands détruisirent la halle publique du Dock Square et, selon un auteur conservateur, murmuraient contre le gouvernement et les riches. Personne ne fut arrêté car les manifestants avaient prévenu qu'en ce cas, 500 hommes réunis en procession solennelle détruiraient d'autres marchés sur lesquels travaillaient les principaux négociants. À peu près à la même époque, à New York, un tract électoral appelait les électeurs new-yorkais à soutenir Navette le tisserand, Rabotte le menuisier, Conduite le charretier, Mortier le maçon, Mathurin le matelot, Échantillon le tailleur, Loyer modéré, le propriétaire compréhensif et John Poor le fermier, contre Étrangleur le marchand, Extorqueur le commerçant et Chicane l'avocat. On conseillait en outre aux électeurs de défaire de leurs fonctions électives ceux qui occupent une position élevée et méprisent ceux qui appellent le vulgaire, la populace, le troupeau.
Toujours à la même époque, dans les années 1730, un comité de la municipalité de Boston prit la parole au nom des Bostoniens endettés qui désiraient que l'on produise du papier-monnaie afin de faciliter le remboursement des dettes à l'élite des marchands. Ils n'acceptent pas, déclaraient les membres de ce comité, de voir leur pain et leurs boissons rationnés par ceux-là même qui se vautrent dans le luxe et les plaisirs au prix de leur sueur et de leur travail. Les Bostoniens se soulevèrent également contre l'enrôlement forcé des hommes dans la marine de la colonie. Ils assiégèrent la maison du gouverneur, rouèrent de coups le shérif, emprisonnèrent un de ses adjoints et prirent d'assaut l'hôtel de ville où siégeait la cour générale. Lorsqu'on fit appel à elle, la milice ne bougea pas et le gouverneur dut s'enfuir. La foule fut qualifiée par un comité de marchands, de ramassis, de marins cosmopolites, de serviteurs, de nègres et d'autres individus de viles et indignes conditions. Dans les années 1740 et 1750, les fermiers pauvres occupaient bien souvent des terres dont ils se disputaient la propriété avec de riches propriétaires terriens. L'insurrection débuta lorsque ces derniers exigèrent des loyers. En 1745, Samuel Baldwin, qui vivait depuis des années sur sa terre et qui possédait un titre de propriété accordé par les Indiens, fut arrêté pour non-paiement du loyer aux propriétaires voisins et emprisonné à Neumark. Un témoin raconte que le peuple dans son ensemble, s'imaginant que le dessein des propriétaires était de le ruiner, se rendit à la prison, en força les portes et libéra Baldwin. Lorsque deux des hommes qui avaient libéré Baldwin furent arrêtés, des centaines de citoyens du New Jersey s'assemblèrent devant la prison. Un rapport adressé par le gouverneur du New Jersey au Lord secrétaire du commerce à Londres dépeint la scène. Sur ordre du shérif, deux des nouveaux capitaines des compagnies basées à Neumark se sont rendus au son du tambour chez les gens pour demander à ceux qui appartenaient à leur compagnie de suivre les tambours et d'aller défendre la prison. Mais personne n'obéit et la plupart des hommes étaient déjà à la prison. Entre 4 et 5 heures de l'après-midi, une multitude d'individus sautèrent sur leurs chevaux et s'empressèrent de rejoindre les lieux et, se servant de bâtons, se frayèrent un chemin jusqu'à la garde, qu'ils matraquèrent. La garde répondit par les armes, bien qu'elle n'eût pas reçu l'ordre de tirer. Il y eut des blessés des deux côtés, mais pas de morts. La foule enfonça les rangs des soldats et fit céder les portes de la prison dans laquelle se tenait le shérif, l'épée à la main, essayant de les contenir jusqu'à ce que, frappé à plusieurs reprises, il fut contraint de s'échapper. Enfin, munis de haches et de divers autres instruments, ils défoncèrent les portes de la prison et libérèrent les deux prisonniers ainsi qu'un autre qui s'y trouvait pour dette. Au cours de cette période, l'Angleterre livra une série de guerres. La guerre de succession d'Espagne au début du XVIIIe siècle et la guerre contre les Français au Canada dans les années 1730. Si certains négociants firent fortune grâce à ces guerres, elles ne signifiaient pour la plupart des gens que hausse d'impôts, chômage et pauvreté. Un pamphlet anonyme contre la guerre au Canada, publié dans le Massachusetts, décrivait ainsi la situation. La pauvreté se lit sur tous les visages et le mécontentement est sur toutes les lèvres, excepté, bien sûr, chez les riches. Il évoquait également certains individus guidés par l'appât du luxe, de la renommée et de l'argent, que la guerre avait rendus riches. Comment s'étonner que ces hommes puissent construire des bateaux, édifier des maisons, acheter des domaines, parader dans leurs carrosses et vivre luxueusement, s'acheter une renommée et des postes importants. Ce pamphlet les qualifiait d'oiseaux de proie, ennemis de tous, où qu'ils vivent. L'obligation de service des marins provoqua en 1747 à Boston une émeute contre l'enrôlement forcé. La foule se retourna contre Thomas Hutchinson, riche négociant et administrateur colonial, qui avait soutenu le gouverneur lors de la répression d'une émeute et imaginé pour la colonie du Massachusetts. Un système financier qui semblait devoir léser cruellement les pauvres. La maison de Hutchinson brûla mystérieusement, et une foule se rassembla dans la rue en l'injurant et en hurlant qu'elle brûle. Les pauvres entre élites américaines et indiens révoltés. À l'époque de la crise révolutionnaire, c'est-à-dire dans les années 1760, l'élite fortunée qui contrôlait les colonies britanniques du continent américain avait, en 150 ans d'expérience,
appris certaines choses sur la manière de diriger la population. S'ils avaient, bien sûr, quelques sujets de crainte, ils avaient également appris à s'en accommoder. Les Indiens se révélaient trop peu disciplinés pour servir de main-d'œuvre et constituaient de surcroît un obstacle permanent à l'expansion territoriale. Les esclaves noirs étaient plus faciles à manipuler et leur rapport financier pour les plantations du Sud était très important, à tel point qu'on assista à une augmentation phénoménale de leur importation. Les rendements majoritaires, d'un point de vue démographique dans certaines colonies, les esclaves finirent par représenter 1/5 de la population coloniale globale. Néanmoins, ils n'étaient pas toujours totalement soumis et à mesure que leur nombre augmentait, la probabilité d'une révolte se précisait. Outre le problème de l'hostilité indienne et le danger représenté par les esclaves, l'élite coloniale devait affronter la colère des classes défavorisées composées de blancs pauvres, travailleurs sous contrat, fermiers, pauvres des villes, non propriétaires, contribuables, soldats ou marins. Au milieu du XVIIIe siècle, le fossé qui séparait pauvres et riches s'élargissait, la violence effective et les perspectives de violence augmentant, la question du maintien de l'ordre se fit de plus en plus pressante. Que se passerait-il si ces différentes communautés méprisées, indiens, esclaves ou blancs pauvres, décidaient de s'allier? Rappelons que, même au XVIIe siècle, avant qu'il y ait un nombre impressionnant d'esclaves dans les colonies américaines, il existait, selon Abbott Smith, une réelle peur que les travailleurs sous contrat ne se joignent aux nègres ou aux indiens pour l'emporter sur une poignée de maîtres. Pourtant, il était peu probable que les Blancs en Amérique du Nord fraillassent avec les Indiens, comme ils le faisaient en Amérique latine, où le manque de femmes et l'usage d'une main-d'œuvre essentiellement indienne sur les plantations favorisaient les contacts quotidiens. On ne rencontre guère qu'en Géorgie et en Caroline du Sud, où les femmes étaient également rares, cette mixité sexuelle entre hommes blancs et femmes indiennes. Généralement, les Indiens avaient été repoussés suffisamment loin. Un fait cependant pouvait inquiéter. Des Blancs s'étaient enfuis pour rejoindre les Indiens ou avaient été capturés par les Indiens au cours de différents combats. Lorsque l'occasion se présentait de retourner chez eux, ils préféraient en général rester chez les Indiens. À l'inverse, les Indiens ne choisissaient jamais de demeurer avec les Blancs. Crèvecoeur, un Français qui vécut en Amérique durant presque 20 ans, raconte dans ses lettres d'un cultivateur américain comment les enfants blancs capturés par les Indiens pendant la guerre de 7 ans, puis retrouvés par leurs parents dans les tribus indiennes après quelques années, refusaient de quitter leur nouvelle famille. Il doit y avoir dans leur organisation sociale, dit-il, quelque chose de particulièrement séduisant et de bien supérieur à tout ce qu'on pouvait mettre en avant chez nous. En effet, si 1 millier d'Européens sont aujourd'hui indiens, on ne trouve pas d'exemple d'un indigène ayant choisi de devenir européen. Mais cela ne concernait que très peu d'individus et les Indiens étaient maintenus à bonne distance. Les administrateurs coloniaux avaient trouvé, de toute façon, une solution pour parer au danger. Ils avaient accaparé toutes les bonnes terres de la côte Est et contraint les Blancs les plus démunis à s'installer plus à l'ouest, sur la frontière. Ces derniers, nous l'avons vu, servaient de rempart aux riches de l'Est contre les révoltes indiennes et dépendaient de plus en plus pour leur protection du gouvernement local. La révolte de Bacon avait porté ses fruits, se concilier une population d'Indiens en voie d'extinction aux dépens d'une coalition de Blancs en colère, vivant sur la frontière, comportait trop de risques. Il valait mieux faire la guerre au premier et s'assurer du soutien des autres. De surcroît, en montant ces Blancs pauvres contre les Indiens, on évitait tout conflit de classe, au plus grand bénéfice de l'élite fortunée. Indiens et Noirs auraient-ils pu, eux, se socialiser contre l'ennemi blanc? Dans les colonies du Nord, excepté au Cap Cod, à Martha's Vineyard et dans le Rhode Island, où les contacts et la mixité sexuelle étaient fréquents, peu de Noirs et d'Indiens se rencontrent en assez grand nombre. New York, qui avait la plus forte population esclave du Nord, il y eut bien quelques contacts entre Noirs et Indiens, comme en 1712, lorsqu'ils se révoltèrent ensemble, mais on remédia bien vite à tout cela. Dans les deux Carolines, en revanche, le nombre des esclaves dépassait de loin celui des Blancs et les tribus indiennes étaient toutes proches. Dans les années 1750, 25 000 Blancs étaient en présence de 40 000 Noirs et de 60 000 Creeks, Cherokees, Choctaws et Chickasaws de la région. Gary Nash écrit à ce sujet les révoltes indiennes qui ont ponctué l'époque coloniale et les soulèvements et complots insurrectionnels d'esclaves qui furent réprimés dans le sang firent prendre conscience aux habitants de la colonie que seule la plus extrême vigilance et la mise en œuvre de politiques destinées à diviser les populations pourraient permettre de garder le contrôle de la situation. L'un des dirigeants blancs des deux Carolines déclara que, si on laissait les Indiens et les nègres se rendre compte de leur importance numérique respective, ils seraient massacrés par les uns ou par les autres,
Aussi vota-t-on les lois qui interdisaient aux Noirs affranchis de se déplacer à travers le pays. Les traités conclus avec les tribus indiennes présentaient souvent une clause qui prévoyait le renvoi des esclaves fugitifs. Le gouverneur de Caroline du Sud, Little Horn, se flattait en 1738 qu'il avait toujours été de la politique de ce gouvernement de créer chez les Indiens une aversion à l'égard des nègres. Une trace de cette politique se retrouve dans l'obligation faite à certains esclaves noirs de participer aux milices de la Caroline du Sud dans les opérations menées contre les Indiens. Cependant, le gouvernement continuait de redouter de possibles révoltes d'esclaves, et, dans les années 1760, une motivation visant à équiper 500 esclaves afin de combattre les Cherokees échoua à une voix près à l'Assemblée de Caroline du Sud. Certains Noirs, pourtant, trouvèrent refuge dans les tribus indiennes. Les Creeks et les Cherokees accueillaient les esclaves en fuite par centaines. Nombre d'entre eux furent intégrés aux tribus indiennes, s'y marièrent et y eurent des enfants. Mais la combinaison d'un code de l'esclavage très sévère et de promesses de récompenses accordées aux Indiens lorsqu'ils livraient les fuyards noirs suffit à conserver le contrôle de la situation. Ce qui rendit la révolte de Bacon si inquiétante pour les riches dirigeants blancs de la colonie de Virginie fut précisément la démonstration que blancs pauvres et esclaves noirs pouvaient unir leurs forces. Si l'aversion raciale naturelle que certains théoriciens mettent en avant existait réellement, il aurait été facile d'en jouer pour mieux opposer les deux communautés. Mais l'attirance sexuelle était en fait très forte et bousculait les clivages raciaux. En 1743, un grand jury de Charleston, en Caroline du Sud, dénonçait la pratique trop courante dans cette province des rapports criminels avec les nègres et autres esclaves du genre féminin. Nombre d'enfants métis naquirent de ces rapports sexuels fréquents entre blancs et noirs tout au long de la période coloniale, et ce, en dépit de la législation interdisant les mariages interraciaux en Virginie. Dans le Massachusetts, le Maryland, le Delaware, la Pennsylvanie, les deux Carolines et la Géorgie. En déclarant ces enfants illégitimes, ces États les renvoyaient à leurs familles noires et pouvaient ainsi assurer la pureté et le contrôle de la population blanche. Au cours de la période coloniale, esclaves noirs et serviteurs blancs, sous contrat, s'enfuyaient régulièrement ensemble, ce que démontrent suffisamment les lois et décisions de justice destinées à faire cesser cet état de fait. En 1698, la Caroline du Sud vota une loi différentielle qui imposait aux propriétaires de posséder au moins un serviteur blanc pour 6 nègres mâles adultes. Un correspondant originaire des colonies du Sud se plaint, en 1682, de ne pas avoir de blancs pour surveiller nos nègres ou réprimer les insurrections d'esclaves. En 1691, la Chambre des communes recevait une pétition adressée par divers négociants, armateurs, planteurs et autres personnalités proches des plantations dans les colonies, insistant sur le fait que ces derniers ne peuvent prospérer sans un nombre considérable de serviteurs blancs, afin non seulement de maintenir les esclaves dans la soumission, mais aussi de prendre les armes en cas d'invasion. Un rapport adressé en 1721 au gouvernement anglais déclare qu'en Caroline du Sud, les esclaves noirs ont dernièrement tenté de renverser les autorités et furent prêts d'y parvenir. Aussi serait-il nécessaire de proposer une nouvelle loi afin d'encourager à l'avenir la formation d'un plus grand nombre de serviteurs blancs. La milice de cette province ne compte guère plus de 2000 hommes. Il apparaît donc que 2000 hommes n'ont pas paru suffisants pour faire face à la menace. Cette peur extrême peut expliquer les raisons pour lesquelles, en 1717, le Parlement anglais fit de la transportation vers le Nouveau Monde un châtiment légal. Après cette date, des dizaines de milliers de détenus furent envoyés en Virginie, au Maryland et dans les autres colonies. Cela permet également de comprendre pourquoi l'Assemblée de Virginie, après la révolte de Bacon, amnistia les Blancs qui y avaient participé, mais pas les esclaves noirs. Ces derniers ne furent pas autorisés à porter les armes, alors que les Blancs qui avaient fini leur temps se virent offrir un fusil, du maïs et de l'argent. La distinction de statut entre serviteurs blancs et esclaves noirs s'affirmait donc de plus en plus clairement. Dans les années 1720, la crainte de révolte d'esclaves s'amplifiant, les serviteurs blancs furent autorisés, du moins en Virginie, à rejoindre la milice en tant que substitut d'hommes libres. Au même moment, dans la même colonie, des patrouilles pour la surveillance des esclaves furent organisées afin de parer au grave danger que pourrait provoquer un soulèvement des nègres.
Les blancs pauvres participaient à ces patrouilles en tant que simples soldats et en touchaient la contrepartie monétaire. Le racisme s'inscrivait de plus en plus dans la pratique. Edmund Morgan, s'appuyant sur une analyse très détaillée de l'esclavage en Virginie, met au jour un racisme qui est le produit d'un mépris de classe et un véritable instrument de contrôle social. Si des hommes libres au désespoir avaient dû faire cause commune avec des esclaves désespérés eux aussi, les conséquences auraient pu dépasser en violence tout ce que Bacon avait pu commettre lui-même. La solution à ce problème, évidente mais jamais formulée, simplement progressivement assumée, était le racisme, seul outil susceptible de ségréguer les blancs dangereux et des esclaves dangereux en élevant entre eux le mur du mépris racial. Émergence d'une classe moyenne. Il existait un autre type de contrôle qui se révélait plus efficace à mesure que les colonies s'accroissaient et qui eut des effets majeurs pour assurer la domination des élites tout au long de l'histoire américaine. Entre les très riches et les très pauvres, on assistait à l'émergence d'une classe moyenne de petits planteurs, de fermiers indépendants, d'artisans des villes, tous blancs, qui, en contrepartie de petits privilèges que leur accordaient les gros négociants et les riches planteurs, constituaient un rempart efficace contre les esclaves, les indiens de la frontière et les blancs misérables. Les villes, en pleine expansion, produisaient un plus grand nombre de travailleurs qualifiés et les gouvernements s'attachaient à soutenir la main-d'œuvre blanche en la protégeant de la concurrence des Noirs. Esclaves ou affranchis. Dès 1686, le Conseil de New York décrétait qu'aucun nègre ou esclave ne serait admis à transporter d'une rive à l'autre de l'Hudson des marchandises pénétrant dans ou sortant de la ville. En Caroline du Sud, en 1764, la loi interdisait aux patrons de Charleston d'employer des Noirs ou tout autre esclave comme main-d'œuvre ou comme apprenti. Les Américains des classes moyennes pouvaient même être invités à se joindre à la nouvelle élite dans sa critique de la corruption des autorités en place. En 1747, le New-Yorkais Cadwallader Colden, dans son Address to the Freeholders, accusait les riches d'être des accapareurs d'impôts totalement indifférents au bien d'autrui, soulignant qu'il était lui-même fort riche, et vantait l'honnêteté et la fiabilité des couches moyennes de l'humanité, dans les mains desquelles on pouvait confier plus sûrement notre liberté et nos biens. Argument rhétorique qui allait perpétuellement resservir dans le processus de domination d'une poignée d'individus sur la multitude de ceux auxquels ils vanteront sans jamais se lasser notre liberté, nos biens et notre pays. De la même manière, à Boston, le fortuné James Otis, pouvant en appeler à la classe moyenne bostonienne contre le conservateur Thomas Hutchinson, James Henrietta a montré que si les riches, dans le fait, dirigent Boston, on accorde cependant à des gens modérément aisés quelques postes administratifs disponibles, tels que recrutement du personnel, pourvoyeur de rations de charbon ou vérificateur de clôture. O'Brayland souligne que, pour sa part, si, dans le Maryland, la catégorie des petits planteurs ne bénéficiait pas autant du système des plantations que les riches, ils n'en avaient pas moins l'honneur de porter le titre de planteur et d'être considérés comme de respectables citoyens officiellement chargés d'assurer le bon état des routes, d'évaluer les propriétés et autres tâches similaires. Intégrer socialement la classe moyenne dans un réseau d'activités allant de la politique locale, au bal, aux courses de chevaux et aux combats de coqs occasionnellement ponctués de bagarres entre ivrognes, confortait cette alliance. Le Pennsylvania Journal écrivait en 1756 « La population de cette province est globalement issue de la classe moyenne et se situe même d'aujourd'hui un peu au-dessus. Il s'agit essentiellement de fermiers industrieux, d'artisans ou de commerçants. Ils ont soif de liberté et en jouissent pleinement. Le plus humble d'entre eux considère qu'il mérite la considération du plus puissant. » Il existait en effet une classe moyenne d'une certaine importance qui correspondait à ce portrait. Néanmoins, user en ce cas du terme de peuple, c'est passer pour silence les esclaves noirs, les travailleurs blancs sous contrat et les indiens refoulés. Quant au terme de classe moyenne, il dissimule une réalité qui vaut toujours aux États-Unis, c'est-à-dire le fait qu'il s'agit, comme le dit Richard Hofstadter, d'une société petite bourgeoise, gouvernée dans une très large mesure par ses élites fortunées.
Pour diriger, ces classes supérieures se devaient de faire des concessions à la petite bourgeoisie, sans pour autant mettre en jeu leur fortune et leur pouvoir. C'est donc aux dépens des esclaves, des indiens et des blancs pauvres que cela se fit. C'était là le prix de la loyauté. Enfin, pour s'assurer cette loyauté, par quelque chose de plus puissant que de simples avantages matériels, le groupe dominant des colonies inventa, dans les années 1760 et 1770, un merveilleux et très efficace outil, le vocabulaire de la liberté et de l'égalité. Capable de séduire suffisamment de blancs pour provoquer un soulèvement contre l'Angleterre, sans pour autant mettre fin à l'esclavage et aux inégalités.